Et on commence par les titres du 12h30 avec vous, Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Olivia. Et nous reviendrons dès le début du journal sur les circonstances encore troubles de la mort ce matin d'une journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, tuée alors qu'elle couvrait des affrontements armés en Cisjordanie quand la chaîne panarabe dénonce un crime odieux perpétré par des soldats israéliens. Le Premier ministre de l'État hébreu estime pour sa part qu'elle a probablement été victime de tirs palestiniens. Le procès en appel d'anciens dirigeants de France Télécom s'ouvre aujourd'hui à Paris, soit plus de 2 ans après leur condamnation inédite pour harcèlement moral à la suite d'une série de suicides de salariés. C'est aujourd'hui également le jour J pour le bac 2022 jusqu'à vendredi. Près d'1 demi-million de lycéens vont passer les épreuves de spécialité du jamais vu, puisqu'après 2 années perturbées par la pandémie, c'est la première fois que la réforme du bac mise en place par Jean-Michel Blanquer est ainsi appliquée. Et puis, toujours dans ce journal, nous nous intéresserons à la prochaine bataille politique d'envergure en France, les élections législatives, bien entendu, avec notre invitée Adélaïde Zulfikarpaşik, directrice de la Société d'études et de conseil BVA Opinion. Ce sera dans un peu moins d'une demi-heure. Merci beaucoup Thomas, rendez-vous à 12h30 pour le journal au complet. Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans la grande table des idées, aujourd'hui à partir de 12h55, rendez-vous avec le géographe et diplomate Michel Fouché. Il analyse dans un court tract chez Gallimard la guerre en cours Ukraine-Russie en mettant à jour la cartographie mentale du conflit fratricide qui oppose ces deux nations. Il nous en parlera donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, Claude Monet, ce peintre qui continue à influencer les artistes. À Giverny, ce chef de file de l'impressionnisme dialogue avec l'américain Mark Rothko, considéré comme l'un des principaux représentants de l'expressionnisme abstrait. Au musée de l'Orangerie, où reposent ses nymphéas, il a inspiré au vidéaste Ange Léchia un contrepoint contemporain. Avec nous aujourd'hui, 2 invités, Cyril Siama et Claire Bernardi, pour en parler. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Il est conservateur et directeur général du musée des impressionnismes de Giverny. Cyril Siama, bonjour. Bonjour. Bienvenue autour de cette grande table culture. Vous avez conçu ce dialogue Monet-Rothko autour de la couleur notamment. On va en reparler, à voir à Giverny jusqu'au 3 juillet. À vos côtés, Claire Bernardi, nouvelle directrice du musée de l'Orangerie à Paris, qui présente en ce moment dans ce musée jusqu'au 5 septembre, d'après Monet, de l'artiste Ange Léchia. Bonjour à vous, Claire Bernardi. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Qui a mis en avant ces correspondances entre Monet et Rothko, entre ce peintre de l'abstraction et ce maître de l'impressionnisme, Cyril Siama? Comment elles sont apparues, ces correspondances? C'est un peu une vieille histoire en fait. Rothko était un artiste qui a beaucoup regardé Monet, beaucoup plus que Cézanne. Et moi j'avais eu envie de faire cette exposition aussi, fasciné par l'exposition qui avait lieu à l'Orangerie sur Monet et l'abstraction américaine. Et j'avais un vieux souvenir d'étudiant où, à la Tate, j'avais vu un tableau de Monet avec les Rothko. Et je m'étais posé la question si jamais on pouvait faire cette exposition, ce rapport de couleurs entre Monet et Rothko. Évidemment, c'est le Monet tardif qui inspire Rothko, et pas le Monet des années 1870, c'est plutôt le Monet des années 1900, 1920, celui où il est de plus en plus abstrait. Et donc j'ai imaginé un parcours qui soit chromatique de couleurs et aussi de sensations. Ce qui m'intéressait, c'était plonger le spectateur, le visiteur dans un monde de sensations et qu'on plonge dans la couleur et que notre œil, justement, crée un paysage ou une histoire. Tous les deux, Monet, Rothko, ils auraient presque pu se rencontrer. Rothko, il naît quand? Au début du XXe? 1903, absolument. 1903. Il a 23 ans quand Monet meurt. Pas encore totalement artiste, en tout cas pas celui qu'il est devenu. S'ils s'étaient rencontrés, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils se seraient dit pour vous? Qu'est-ce que Rothko aurait posé comme question à Monet? Ils auraient peut-être parlé de technique, parce que Monet a une formidable technique, et Rothko aussi. Et puis peut-être parler des toiles, des formats, et surtout du regard, je pense, et de la place du spectateur. Parce que Rothko est très influencé par ça, très intéressé par ça. Monet, Claire Bernardi, c'est un artiste, un peintre qui parle plusieurs langues pour vous aujourd'hui, plusieurs langues techniques, artistiques aussi par sa couleur, ce qui lui permet de communiquer avec des Américains comme Rothko, mais avec d'autres artistes à travers les époques. Oui, c'est une figure et c'est un artiste assez fascinant. C'est un artiste qui, en effet,
on s'en rend compte aujourd'hui, continue à parler aux artistes de notre génération, de notre temps, mais aussi aux visiteurs qui viennent tous les jours, toujours aussi nombreux, contempler, et notamment le dernier Monet dont Cyril vient de parler, le Monet des grandes décorations, et notamment ces grandes nymphéas qui sont cette chapelle Sixtine de l'impressionnisme, comme l'a dénommé un artiste, lui aussi, André Masson, dans les années 50, et qui viennent les voir notamment au musée de l'Orangerie. C'est un artiste qui, par son sens à la fois de la couleur, son rapport à la lumière, et puis avec cette plongée, c'est ce terme qu'on peut reprendre, je pense, d'une plongée dans la création, qui est celle du spectateur qui vient voir les œuvres, du visiteur. Ce terme de spectateur est intéressant d'ailleurs, qui, je crois, continue à parler aujourd'hui. Racontez-nous, racontez-nous un peu l'histoire quand même des nymphéas, parce que c'est le grand œuvre presque de sa vie, de la fin de sa vie. Combien de temps a réalisé cette œuvre fresque ? Alors c'est une œuvre c'est une œuvre qui se déploie et qui se réalise sur des années, voire des décennies. Claude Monet, à la fin de sa vie, se travaille de plus en plus retiré dans son jardin à Giverny. Il prend pour inspiration et comme pour motif unique de ses toiles, comme on le sait, son jardin, ses créations, et la façon dont il a lui-même façonné son jardin. Donc on pourrait dire que presque ce qui fait œuvre aussi, c'est la façon dont il a pensé et créé son jardin avant de le peindre. Et le cycle des nymphéas tel qu'il est présenté à l'Orangerie, lui-même a une histoire très longue, puisqu'il y a cette histoire d'une volonté de créer une grande décoration. Il crée lui-même un atelier particulier, spécifique pour présenter ces très grandes toiles et pour travailler ces très grandes toiles à Giverny. Et puis il y a après l'histoire de cette volonté au moment de l'armistice de la Première Guerre mondiale de donner à l'État français des panneaux des nymphéas pour fêter l'armistice de la guerre. Cette discussion avec Georges Clemenceau, son ami, son proche, avec lequel la correspondance le montre, il y a une discussion très longue avant d'aboutir à la présentation telle qu'elle est visible aujourd'hui du public, et à cet ensemble de panneaux immersifs qu'il a pu créer juste avant sa mort et qu'il n'a pas pu inaugurer. Alors ça a été raconté en plus à l'origine, au début ces panneaux ont été un peu boudés aussi en France, en partie boudés ou boudés en partie par une partie de la critique, ces fameux nymphéas, avant de devenir aujourd'hui l'œuvre qu'on connaît avec cette reconnaissance qui est mondiale. Et cette reconnaissance, elle est passée en partie par les États-Unis. Il y a un panneau des nymphéas qui a voyagé. Est-ce que Rothko a pu le voir? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce que ça fait partie de ses influences à Rothko en termes de Monet, justement? Alors, il y a plusieurs histoires sur Rothko et Monet et sur les nymphéas. D'abord, physiquement, Rothko est venu en 1966 visiter l'Orangerie. Donc il a une journée, il va aller voir le Louvre et il demande d'aller voir l'Orangerie. Il a déjà sa chapelle à Houston en tête, mais il a vraiment voulu voir cet espace incroyable. Et puis à New York, au MoMA, il y a plusieurs œuvres tardives de Monet qui sont déjà dans les collections. Et en 1958, il y a un incendie monstrueux qui se déclare dans les salles. Et il y a un panneau des nymphéas qui brûle. À ce moment-là, le directeur du MoMA envoie des conservateurs à Giverny, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Les Monet tardifs qui sont dans l'atelier. Et donc, coup de génie, coup de grâce, coup de bluff, en tout cas, ils achètent 3 panneaux. Ils en remplacent 1 par 3. Et donc là, on sait que Rothko, il venait souvent au MoMA, il était à New York, il a souvent vu ces tableaux-là. Et puis dans l'exposition, on a réussi à présenter un tableau de Rothko avec un tableau que Monet a peint, c'est le Saule pleureur, qui a été présenté aussi au MoMA en 1960. Donc on est sûr que Rothko l'a vu. Donc il y a vraiment un rapport physique, et ça, je trouve ça assez émouvant en fait. Il y a beaucoup d'allers-retours entre Giverny, l'Orangerie et les États-Unis, des artistes américains qui viennent peindre dans les jardins de Giverny.
Giverny, des expositions d'impressionnistes dans les principales villes américaines. C'était d'ailleurs le thème d'une exposition à l'Orangerie en 2018. Nymphéa, l'abstraction américaine et le dernier, Monet. Alors vous avez évoqué l'importance de la couleur pour ces deux artistes que sont Rothko et Monet et que vous faites correspondre en ce moment à Giverny, Cyril Sciamma. Le dialogue par la couleur, quel sens donnait-il l'un et l'autre à la couleur? Une grande importance déjà peut-être à la manière de Daniel Buren. J'avais toujours pensé que effectivement la couleur c'était l'élément le plus important dans une chose qui est donnée à voir, dans la peinture donc en particulier, parce que c'est la seule chose qui soit intrinsèquement impossible à décrire. Et tout ce qui ressemble à des descriptions de couleurs, c'est toujours quelque chose qui est plutôt du genre humoristique que du genre sérieux. En revanche, c'est de la pensée pure dans la même mesure qu'on peut s'exprimer avec des mots et que d'autres s'expriment avec des sons et qu'à ce moment-là, ce n'est pas transcriptible avec un autre type de matériaux, etc. Cyril Sciamma, qu'est-ce que c'était la couleur? Qu'est-ce que ça représentait pour Monet et pour Rothko? C'est un moyen d'expression. D'ailleurs, il a dit que sa plus belle réalisation, c'était son jardin. Et c'est un jardin multicolore, d'ailleurs. C'est pas des aplats de couleurs, c'est des foisonnements de couleurs. Et donc, on dit souvent qu'il est passé à l'abstraction parce qu'il voyait moins bien, qu'il avait la cataracte. Et moi, je réponds souvent qu'en fait, Monet, après être opéré de la cataracte, d'un seul œil d'ailleurs, il peint pareillement qu'avant. Ça n'a pas changé, en fait, sa manière de peindre. Donc, c'est vraiment la couleur qui le porte, beaucoup plus que les formes. Mais Monet, il a aussi un génie créatif, c'est-à-dire que ses tableaux sont extrêmement bien construits. Et ça, on oublie un petit peu. C'est pas un foisonnement de couleurs, c'est qu'il a bien établi les formes avant, dans sa tête. Et c'est notre œil qui va faire la perspective. C'est notre œil qui va créer des architectures. Et ça, c'est extrêmement brillant. La couleur forme sa peinture, mais forme aussi l'architecture. Et la couleur pour Rothko, on connaît ses rouges, on connaît son noir, toute cette gamme chromatique qu'il a utilisée. C'était vraiment son langage à lui. Est-ce qu'il aurait dit, comme Daniel Buren, que la particularité de la couleur, c'est ça, c'est que c'est peut-être la seule chose intrinsèquement impossible à décrire? Oui, puis Rothko, il ne veut pas donner d'explication à ses œuvres. Il veut laisser le spectateur, le public découvrir, avoir une émotion. Il demande même à ce qu'on soit à 47 inches du tableau, donc c'est à peu près 1,20 m. Donc il y a vraiment une volonté de sa part qu'on soit dans une expérience sensible. Et donc la couleur, il y travaille beaucoup. D'ailleurs, il détruit des œuvres, il repeint, il y a des surpeintures, en fait, il repeint sur ses peintures. Donc il y joue beaucoup et en même temps c'est très bien construit. Vous êtes passé par Giverny, Claire Bernardi. Peut-être avez-vous pu voir déjà ce jeu de correspondance entre Monet et Rothko. Qu'est-ce qui vous a marqué comme regardeuse? Bien entendu, je suis allée voir l'exposition le jour de son ouverture. C'est un dialogue que j'espérais fécond, que je savais pouvoir être fécond, mais alors j'ai été vraiment comblée par la visite. C'est une très belle exposition, ce qui est assez fascinant. Rothko est un artiste fascinant et il est toujours difficile de confronter un artiste, deux artistes comme ça. On connaît bien le sujet. Ce qui est assez fascinant, c'est à quel point des artistes qui ont si peu justement parler de leur travail, peuvent dialoguer comme ça, et on comprend à quel point un artiste a pu avoir un regard avec d'une acuité et d'une force sur un artiste qui l'a précédé, tout en gardant une spécificité extrême. L'exposition à Giverny est une exposition qui est vraiment de l'ordre du sensible, en effet, et en même temps qui pose pour les historiens de l'art 1000 questions qui permettent de s'interroger sur un des grands sujets de l'histoire de l'art contemporain. Et d'autant que c'est un dialogue imaginaire, et il faut entrer un peu dans votre tête, à vous aussi, Cyril Sciamma, pour comprendre comment vous avez choisi de faire dialoguer telle œuvre de Monet avec telle œuvre de Rothko. Vous pouvez nous donner un exemple de ce qui est en ce moment accroché sur les murs du musée des impressionnismes à Giverny? Je pense que la salle, moi, qui me parle le plus, que je trouve la plus réussie, si on peut se faire deux compliments, et je trouve que ce qui m'a beaucoup plu, c'était le grand tableau de Rothko vert et bleu, qu'on a mis en rapport avec les nymphéas de Monet du musée du Havre, et puis les nymphéas qui sont déposés au musée de Giverny.
on voit en fait que c'est presque un hommage au Nymphéa de Rothko, cette œuvre de 57. C'est une œuvre monumentale, verte bleue. On est immergé en fait dans des nymphéas verts avec une structure bleue au centre, mais pas vraiment au centre, comme un pont japonais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Dans l'exposition des corps impressionnistes de l'Orangerie, vous arrivez à la fin, vous avez 3 tableaux extraordinaires des ponts japonais. Et vraiment, ces tableaux-là dialoguent parfaitement avec ce Rothko. Et on a vraiment l'image que Rothko a vu tous ces nymphéas. Il a imaginé, j'imagine, il a vu des photos de Giverny, du jardin. Et on est immergé dans l'eau en fait. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce qu'on ne sait pas comment se poser par rapport au tableau. On circule, on tourne. D'ailleurs, on a posé des bancs et les gens restent longtemps parce que ça demande en fait de la concentration. Et Rothko, il a cette capacité, comme Monet, à nous forcer à nous retenir, à nous concentrer. On ne peut pas zapper Monet, on ne peut pas zapper Rothko. Il faut se poser, se concentrer. C'est des expositions à l'Orangerie et à Giverny pour ralentir le rythme. Et vous dites souvent ces 2 expériences différentes, sensorielles et visuelles. Et Rothko et Monet, ça provoque 2 réactions très différentes. Des gens qui vont peut-être rester complètement hermétiques à Rothko, parce qu'en effet, il n'explique pas ses œuvres sous des aplats de couleurs. Mais en même temps, le format est vraiment incroyable. Et puis, il y a une technique fabuleuse. Et la lumière glisse. Et de même que Monet, il avait créé un atelier spécifique pour ces nymphéas, Rothko aussi. Il a créé un atelier spécifique avec une toile de parachute qui était sur la verrière pour faire filtrer la lumière. Donc, il y avait déjà une très haute conscience de leur travail et de nouveau, de la place du spectateur, comment la lumière vient aussi influencer notre regard. Juste une question au conservateur et directeur du musée que vous êtes, Cyril Sciamma. Vous avez pu aller choisir les Rothko que vous vouliez pour créer ce dialogue, cette correspondance, ou est-ce que c'est pas si facile de faire venir du Rothko en France, surtout qu'on imagine que cette exposition, elle a été conçue, pensée dans l'ère post-confinement, mais pleine pandémie ou plein Covid. Comment ça s'est monté pratiquement ? Pratiquement, moi je suis arrivé à la tête du musée en juin 2019 et c'est le premier projet que j'ai proposé. Après, il y a eu la pandémie et donc c'était une négociation pendant 3 ans avec les prêteurs. Ce qui est très difficile, c'est d'obtenir des Rothko. L'Orangerie a eu la même difficulté. Ça, de tout temps. De tout temps, c'est une star. C'est une D'accord. star incroyable aux États-Unis, Rothko. Et là, vous en avez obtenu combien ? On en a obtenu 6. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été demandé à la National Gallery de Washington, puisqu'ils ont le plus grand stock, le plus grand ensemble de Rothko au monde. Et donc je leur ai proposé le projet, en disant voilà, on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pouvez nous prêter 6 Rothko ? Et ils m'ont dit on va t'aider, on va t'en proposer peut-être 3 ou 4, peut-être un peu moins, ça dépend de la conservation de l'état des œuvres. Ils ont prêté vraiment 2 œuvres incroyables. Et ensuite, ça déclenche tout. La Tate a prêté, Houston a prêté, une collection particulière à prêter, la Phillips Collection à Washington a prêté. Donc c'est un cercle vertueux en fait. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir des Rothko que d'obtenir des Monet. Et à Giverny, on a la chance d'avoir un partenariat scientifique extraordinaire avec le musée d'Orsay. Et donc on a des échanges sur des tableaux impressionnistes, mais Rothko, c'est très difficile. Vous allez devoir les rendre, vous savez. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, c'est dit Cyril Sciamma. La différence entre Monet et Rothko, c'est aussi que l'un se préoccupe sur le tard dans sa vie plutôt de nos intériorités, avec des toiles de plus en plus sombres, de plus en plus psychanalytiques. Tandis que Monet, avec les années, s'ouvre vers l'extérieur. Vous parliez de l'importance de son jardin. Effectivement, il est complètement sorti du cadre de la toile pour s'occuper à la fin de sa vie principalement de son jardin. On va écouter les mots du metteur en scène Romeo Castellucci. Il est plasticien, scénographe aussi, fin connaisseur de l'œuvre de Marc Rothko. On l'écoute dans cet extrait définir la sensation physique, puisqu'on parlait de cela, que lui produit une peinture de Marc Rothko. Rothko, c'est un peintre pour lequel la peinture, c'est quelque chose à voir pas avec les yeux, mais avec le corps entier. Donc il faut rester en solitude face les tableaux, parce que le tableau, en ce cas-là, est entendu plutôt comme une autre dimension, comme une porte. On peut entrer, comme on dit, avec le corps entier dans le tableau. Il s'agit d'une expérience. Le tableau, en ce cas-là, oui, il est capable de regarder le spectateur d'une certaine manière, de révéler la condition humaine. Voilà, on entre dans un tableau de Rothko comme on entrerait presque dans la tête du peintre, dans un monde intérieur. On ouvre une porte. C'est vrai que les tableaux de Rothko, en plus, ils sont souvent bicolores. Et donc, il y a parfois du noir et parfois du jaune. Donc, peut-être qu'il était très dépressif, certainement, et puis parfois très joyeux. On sait qu'il s'est beaucoup intéressé à Nietzsche.
Et il y a le côté très dionysiaque et puis le côté très sombre. Et je pense que ça se revoit en fait dans cette peinture. Oui, avec une sensation et de fenêtres et de portes qu'on peut retrouver notamment dans ces toiles que vous présentez actuellement à Giverny. Claire Bernardi, les nymphéas, on l'évoquait, ça reste une source visiblement inépuisable d'inspiration pour des artistes encore aujourd'hui. Vous avez choisi de faire relire ce chef-d'œuvre par un artiste contemporain. C'est Ange Leccia qui est un des pionniers de l'art vidéo. Comment est-ce qu'il a conçu ce contrepoint contemporain qu'il a choisi de nommer d'après Monet? Après Monet avec un D' entre parenthèses au tout début, d'après Monet. Cette installation vidéo est le résultat d'un travail de long cours d'Ange Leccia. C'est une pièce qui a été créée en 2020, qui est d'ailleurs une pièce qui a été créée à l'invitation du musée de l'Orangerie et de l'établissement public pour... en dialogue avec les nymphéas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'art vidéo d'Ange Leccia est un art qui est un art de l'immersion, de l'image en mouvement, qui a affaire de façon, je dirais, très intéressante ici avec la matérialité, la picturalité de Monet. Ce qui est intéressant, c'est que Ange Leccia a construit et a conçu son installation vidéo comme un hommage et un travail immersif sur la peinture. Et comment travailler sur la peinture dans un art vidéo, c'est une question qui est cruciale dans l'art de Leccia et dans cette relecture contemporaine. Finalement, c'est cette idée de texture de l'image qui l'a intéressé et qu'il met en avant quand il travaille sur Monet. Quand il a commencé à travailler, il le dit lui-même, il s'est replongé dans le cycle des nymphéas, dans les peintures de Monet. Et puis, finalement, à l'invitation de ma prédécesseure, Cécile Debré, à l'Orangerie, il est retourné aussi à la source de la création de Monet, puisqu'il est revenu sur la genèse de la création d'un nymphéa jusqu'à aller dans les jardins de Monet. Oui, c'est marrant, il racontait qu'au début, il pensait... il voulait surtout pas trop copier, trop se relier effectivement à ce vécu de Monet. Donc il est parti en Corse chez lui, tenter de jouer, de faire réaliser cette relecture des nymphéas de Monet. Puis en fait, il a terminé tout bêtement dans les jardins, effectivement chez vous, de Giverny, parce que c'est là qu'il a finalement compris aussi ce qui se jouait, ce qui se passait. Il raconte avec beaucoup de simplicité que Monet ne l'intéresse pas au départ. En fait, il pense que Giverny, il y a beaucoup de touristes, c'est tout ce qui fuit en fait, en Leccia. Et il a raconté qu'il a eu la possibilité d'être à 18h dans les jardins de Monet. Il a eu une sensation physique. Il a compris ce qui se passait avec la lumière, l'eau, le soleil qui se reflète sur les nymphéas. Donc là, il est resté de longues heures. Et donc, ça permet aussi la création magnifique qu'il a réalisée pour l'Orangerie. C'est tout ça. Et il fait le lien aussi entre la démarche très picturale, presque cinématographique de Monet dans cet extrait. On l'écoute. Cette correspondance avec Monet, où je filme des images qui s'entrechoquent, qui se contredisent, mais qui s'harmonisent tout le temps, puisqu'on est dans le lieu qui lui sert d'atelier, qui lui sert de territoire, de monde géopolitique. N'oublions pas, parce qu'il y a les trains qui passent à cette époque, c'est la guerre 14-18, juste à côté, contre le jardin. Voilà, et il y a ce contraste. Cet acte politique, parce que là aussi, pour moi, je pense que c'est un acte politique que Monet regarde. Je trouve ça très, très contemporain, cette façon de regarder la nature, de regarder, c'est très écologique, voilà, et de dire la vérité, elle est là, elle est dans ces fleurs qui poussent. On sent qu'on est en train de détruire, de déconstruire le paysage pour construire une autre histoire de l'art. Voilà, les nymphéas, c'est presque une super production en fait, telle qu'on l'évoquait. C'est effectivement la place que ça a pris dans la vie de Claude Monet, Claire Bernardi. C'est une toile de cinéma en plusieurs dimensions. Vous le percevez aussi comme ça, ce tableau ? C'est une toile dans laquelle, c'est une œuvre dans laquelle on s'immerge totalement. C'est ça qui fascine d'ailleurs l'art contemporain, les visiteurs d'aujourd'hui. Elle déroule une histoire qui est l'histoire de la lumière, des temps
temps de la journée, de l'aube au crépuscule. Elle s'inscrit dans un temps, elle s'inscrit dans le temps du regardeur, mais aussi dans le temps de la création. Tout cela en la rend en quelque sorte cinématographique. Ce qui est intéressant en fait, c'est que quand on s'immerge dans cette œuvre, il y a ce côté hors du temps dont on parle beaucoup quand on s'immerge dans une sorte de chapelle, à l'instar de la chapelle qu'a créée Roscoe à Houston. Il y a cette idée de se retirer du monde et en même temps le monde est là. Et ça, c'est intéressant dans ce que vient de dire Angeletia, et je rebondis là-dessus. C'est une toile éminemment liée à un petit monde, un microcosme. On va au détail de la plante, au détail du marécage, des nymphéas dans lesquels il est. Et il y a en même temps ce côté de l'œuvre monde, et cette œuvre monde, elle renferme et elle contient beaucoup des préoccupations de son temps, qui sont celles d'aujourd'hui aussi, toujours aussi actuelles. Avec cette œuvre de Angelecia, on retrouve ce que certains considèrent comme étant le filtre de l'écran, en tout cas celui de l'image, puisqu'il est aussi vidéaste, il pratique cet art de la vidéo. Et sur la question du numérique, Cyril Siama, du numérique, et ce qu'il peut apporter à l'art, les écrans, vous en avez tous fait un peu l'expérimentation, malgré vous, pendant la pandémie. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui pour vous quand même une valeur ajoutée? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir évolué sur cette question-là? Est-ce que vous allez faire entrer le numérique de plus en plus dans vos parcours artistiques aussi? Le numérique au musée des impressionnismes à Giverny, il est déjà présent. On va inviter à la suite de l'orangerie Angelecia, il viendra évidemment, il a une belle exposition à l'automne. Donc la vidéo, c'est important. On a fait aussi beaucoup de projets numériques sur nos collections, sur les expositions virtuelles. Les gens se sont tous précipités sur ça avec le confinement. On voit qu'il y a un retour quand même à l'œuvre, à la matérialité des choses. Donc il faut que le numérique, ça soit un ajout à l'expérience sensible. Et ça, j'insiste, parce qu'en fait, on est tous devant des écrans toute la journée, mais ça ne nous apporte pas grand-chose si on n'a pas... Alors comment on en fait un ajout à l'expérience sensible? Il y a énormément de choses. Ouais. Là, on est en train C'est de lancer... important pour la jeune génération. On est en train de lancer des non podcasts. Et les gens sont très friands de ces histoires-là, par exemple. Claire, tu veux... Oui, l'expérience de la virtuelle peut être une prolongation à l'expérience de la contemplation. Les nymphéas en sont vraiment un exemple flagrant. L'immersion dans les nymphéas ne peut pas se remplacer. Et en même temps, je le vois là, lors d'une dernière nocturne au musée de l'Orangerie, nous avons proposé une expérience de réalité virtuelle inspiré des nymphéas avec des images de Nicolas Thépaut, avec à la fois une immersion dans l'image de l'œuvre et dans l'univers créatif de Monet, qui a un grand succès et qui est une sorte d'aide et de prolongation à la visite. Elle ne le remplacera pas, il n'en est pas question, c'est une autre source. Et on voit que même avec des œuvres aussi présentes, aussi importantes, dans lesquelles on a besoin de retourner à l'œuvre, cela peut être un vecteur pour proposer aux visiteurs, aux spectateurs, de retourner ensuite au musée ou de continuer à la visite par une autre expérience. En tout cas, c'est l'année aussi impressionniste, donc on vous invite grandement à foncer, à vous rendre, si vous le pouvez, à Giverny ou au musée de l'Orangerie à Paris. Vous indiquez aussi que durant l'été, il y aura les Métamorphoses, cette exposition intitulée Métamorphoses dans l'art de Claude Monet. Ce sera à l'abbaye de Frondouvreau au musée d'art moderne, donc de Frondouvreau du 10 juin au 18 septembre. Les nuits Normandie impressionnistes se tiendront fin août et on peut aussi courir donc encore à l'Orangerie voir le décor impressionniste aux sources des nymphéas, en plus de l'œuvre de Ange Liccia dont on a parlé avec vous. Merci Claire Bernardi, et avec vous Cyril Siama à l'occasion de ce dialogue Monet-Rothko autour entre autres de la couleur et de cette expérience sensible à voir à Giverny jusqu'au 3 juillet. Merci à tous les deux. Merci.